Donc, on va terminer ces cours avec un dernier personnage de cette époque post-impressionniste. Peut-être vous vous en doutez puisqu'on a parlé de Van Gogh. Il s'agit de Paul Gauguin. Donc, c'est un artiste qui, d'ailleurs, les deux, ils se sont connus et de là aussi plusieurs histoires dont je ne vais pas vous parler ici. Et en fait, Paul Gauguin, c'est un artiste qui lui aussi il était autodidacte. Il a beaucoup voyagé, Pérou, Afrique, France, Haïti, etc. Et ces voyages vont occuper une place vraiment très importante dans sa recherche artistique. En France, il rencontre notamment Pissarro, c'est lui qui le fera participer à ces expositions impressionnistes. Je vous avais dit au tout début du cours que lui aussi, il avait fait partie quand même de la dernière exposition impressionniste et mais son approche va être assez différente et d'ailleurs il va vraiment prendre les distances avec les idées de l'impressionnisme parce que pour lui il s'agissait pas de partir d'une impression donnée par la réalité extérieure mais il affirmait ce qui suit, donc il disait si vous croyez voir du rouge dans un arbre, peignez le rouge vif. Donc l'idée, c'était vraiment de se déplacer du côté symboliste de la représentation et donc non pas de représenter les couleurs qui sont à l'extérieur, mais des couleurs qui puissent symboliser en tout cas les ressentis de la personne face à l'objet. Et dans ce sens, il est plus symboliste qu'impressionniste. Il sera une source d'inspiration, notamment pour le mouvement de Nabi. Euh, il s'inspire comme Van Gogh, autant que Van Gogh, des estampes japonaises. Et lui aussi, de manière encore différente par rapport à ce qu'on a vu avec Cézanne et Van Gogh, il prend les distances en termes de peinture par rapport aux impressionnistes en privilégiant des aplats de couleurs. Alors ici, typiquement, vous avez une œuvre assez connue, c'est La Vague, qui s'inspire d'ailleurs d'une œuvre assez célèbre de Courbet. Et ici, vous voyez comment, si on a ces deux petits personnages ici en haut à droite, on est dans une représentation des paysages, mais qui en plus est une vision survolée et où la plage elle est complètement rouge, mais un rouge qui est loin d'être naturel pour autant qu'on étudie la lumière, d'accord? Ça va? Et cette vague, forcément, elle se réfère aussi à d'autres estampes japonaises qu'ici je vous ai pas mis, mais notamment la fameuse vague des Okuzai. Donc, lui, il s'inscrit dans aussi quelque chose qu'on appelle les cloisonnismes. Et donc, c'était quelque chose qui avait été inventé par Émile Bernard, un autre peintre. Et c'est une technique qui consiste à reproduire un petit peu ce qui se passe dans les vitraux du Moyen Âge, qui étaient entourés par des cloisons de fer forgé. Et donc, en juxtaposant des aplats de couleurs dans ces formes de cloisons. Donc, à droite, vous avez un tableau de Bernard, d'Émile Bernard, et à gauche, un tableau de Gauguin. Alors, en fait, vous voyez comment ces personnages sont délimités par une ligne assez définie et comment, finalement, ce ne sont que les aplats de couleurs. Ben, ici, ce n'est pas toujours un aplat, hein, d'accord? Mais ce sont les couleurs qui se trouvent dans ces formes bien dessinées qui séparent une chose de l'autre avec une perspective qui est construite juste par la disposition des personnages, qui là aussi se réfère aux peintures des estampes japonaises. Donc ici, notamment, c'est une œuvre de Gauguin assez célèbre, c'est Visions après les sermons. Donc, tout d'un coup, on retrouve un sujet religieux, ça faisait un moment qu'on n'en voyait pas. Et, mais là, c'est dans cette dimension symbolique dans laquelle Gauguin est. Et ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la façon dont formellement il a traité ce sujet. Et donc, on a ces dames avec ces coiffes qui deviennent vraiment des formes très importantes dans la composition, quasi abstraites aussi.
cette sorte d'arbre qui tranche l'espace du groupe ici à gauche par rapport au groupe en haut à droite. Alors ici, en fait, on voit également l'estampe japonaise très claire. Si je vous reprends l'estampe qu'on avait vue ici pour Van Gogh d'Hiroshige avec cette branche qui coupe l'espace, c'est exactement le même modèle qu'on retrouve ici chez Gauguin dans l'autre sens, d'accord? Et donc, on a un traitement de la couleur qui est complètement différent à la fois de Van Gogh, à la fois, de Van Gogh, il y a quand même des similitudes par rapport à cette idée des lignes noires qui définit des contours, etc. Mais par rapport aux impressionnistes, à Cézanne, au pointillisme, vous voyez comment les artistes qu'on regroupe sur ces étiquettes des post-impressionnistes, ils peuvent avoir un travail très varié. Ça va? Alors lui, il a un petit côté mystique, disons, un intérêt pour le côté spirituel. Et d'ailleurs, il nous dit, l'art est une abstraction, donc c'est lui-même qui sort ces termes. C'est le moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître, créer. Donc il fait vraiment l'association entre la création artistique et la création divine. Et d'ailleurs, ça, c'est un autoportrait où il se peint avec une auréole, d'accord? Et donc, on va vraiment vers cette dimension symbolique où on a ici ce qui semble être un serpent, l'auréole, ses aplats. Donc, il ne s'agit plus du tout de rentrer dans une dimension de représentation de la réalité, mais au contraire de représenter les choses avec une signification qui peut être une signification cachée aussi. Et c'est là, ça se fait à travers quelque chose qui est vraiment loin d'être réaliste, avec ces couleurs divisées, c'est quasi une affiche graphique avec ces lignes noires, ces aplats de couleurs, et la figure même de l'artiste ici mise très fortement en avant. Alors, peut-être vous le savez, Gauguin, il a fait toute une série de femmes de Tahiti, et donc on est vraiment aussi dans les sujets exotiques par excellence, et il s'est clairement inspiré aussi des peintures qui sont extra-européennes. Mais voilà la façon dont il traite ces sujets. C'est des sujets qui sont traités à nouveau avec une construction qui n'est pas une construction très réaliste non plus. Regardez la taille de la main par rapport à la taille du pied qui se trouve ici. C'est aussi vraiment cette peinture très épurée, très simple, qui joue avec des couleurs dont le réalisme est très douteux. Il y a cette division ici de l'espace. Est-ce que c'est une colline? Est-ce que c'est la plage? Est-ce que c'est le ciel? Voilà, tout ça peut être ça ou pas, d'accord? Donc on est vraiment dans cette volonté cette volonté d'introspection qu'on avait déjà vu chez Van Gogh, mais qui chez lui, ça se fait à travers aussi des choix symboliques. Et cela est d'autant plus clair dans cette œuvre très célèbre, dont les titres déjà, je vais le mettre là, nous indiquent les côtés symboliques. Les titres, c'est D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Et qui est structuré comme une sorte de frise horizontale sur un modèle qu'on pouvait retrouver dans la représentation artistique occidentale aussi, mais bien avant. Et on avait déjà parlé des frises, maintenant je me souviens plus pour qui je vous avais parlé des frises. Bon, on y reviendra de toute façon, mais en tout cas, ici, déjà les titres, il nous dit que c'est un petit peu l'histoire de l'humanité, d'accord, d'où venons, qu'est-ce que nous sommes et où allons-nous. Et c'est un tableau qui se lit de droite à gauche. Et donc, nous avons 3 femmes avec un enfant qui représentent le début de la vie. Donc, il se lit en plus à l'envers. Oups, excusez-moi. Et nous avons le groupe du milieu qui symbolise l'existence quotidienne des jeunes adultes. Et dans le dernier groupe, d'après l'artiste, ce serait une vieille femme approchant la mort qui apparaît réconciliée et résignée à cette idée, donc cette femme que vous voyez ici, et à ses pieds un étrange oiseau blanc tenant en sa patte un lézard, représente la futilité des mots.
Et ici, nous avons même un idole qui est clairement pas un idole occidental d'une divinité bleue qui représenterait l'au-delà. D'accord? Donc, il nous fait à travers cette frise une sorte de récit, qui est un récit qu'on peut associer justement en peinture religieuse, peinture spirituelle, avec toute une série d'associations symboliques bien précises, où on voit bien, même s'il y a un petit peu en structure, on voit un tout petit peu de perspective. Excuse. Ce n'est pas la représentation d'un espace réel qui l'intéresse. D'ailleurs, même les corps de ces gens, d'accord qu'ils ont peut-être la peau mate, mais si ils sont jeunes, ça va? Ah là là, excusez-moi. Et donc, pour terminer notre discours sur le post-impressionnisme, ce qui regroupe ces artistes est leur force de personnalité, le dépassement, en un certain sens, de la peinture impressionniste. Pardon, excusez-moi, j'avais eu un attaque de tout intense. Et donc, je vais vous parler des dépassements de la peinture impressionniste. C'est toujours un peu délicat de parler des dépassements, d'évolution, etc. Dans les recherches artistiques. Mais ici, disons que le dépassement, c'est dans le sens de dépasser un petit peu ce qui étaient les principes des peintres impressionnistes en termes de propos et de démarches. Mais alors, on voit qu'il y a aussi différentes façons d'exprimer techniquement cela avec différentes approches scientifiques dans le cas de Georges Seurat, c'est ce que nous avons vu avec le pointillisme et les théories de la couleur, essentiel dans le sens des recherches des volumes et vraiment étude de plusieurs points de vue pour Cézanne, introspectif sans doute pour Van Gogh qui nous exprime vraiment ses sensations internes à travers les gestes aussi picturales, alors que ces gestes, on ne les retrouve pas spécialement chez Gauguin, où on a plutôt une recherche des symboles qui s'est fait par ces aplats de couleurs et pour vouloir mettre l'attention plutôt sur ces éléments qui sont représentés, qui se relationnent entre eux, que sur une représentation des volumes, des objets, des couleurs, etc. Et le post-impressionnisme, finalement, avec tous ces artistes que nous avons vus, jette les bases de ces mouvements successifs comme l'expressionnisme, le cubisme, le symbolisme, bien sûr. Et donc, ces artistes, ils sont en quelque sorte vraiment la charnière entre la pratique des impressionnistes et tout ce qu'ils ont en quelque sorte décloisonné par rapport aux pratiques précédentes et les propositions des avant-gardes qui vont suivre.